Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Juste pour information, je laisse la page de garde pendant encore 2 petites minutes, le temps que les retardataires se connectent, sachant que j'ai eu un peu de retard et que je me suis connecté avec 1 minute de retard. Donc je vous laisse patienter pendant 2 petites minutes, le temps que les dernières personnes se connectent. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je vois les dernières personnes arriver. Donc aujourd'hui, en cette chaude journée de fin juin, je vous propose en fait un workshop essentiellement basé sur le SIP2SIP, la configuration SIP2SIP. Donc SIP2SIP ou B2BUA, si jamais on a le temps de rajouter une partie intéressante qui est de rajouter des postes SIP sur la gateway et de faire du routage SIP to SIP entre deux téléphones, entre le téléphone et l'IPBX. Voilà. Donc aujourd'hui, un workshop un peu particulier. Je vais essayer d'avoir une connexion sur un équipement, mais avec la chaleur, j'ai un switch qui a décidé de ne pas démarrer. Euh, je pense que je pourrais vous le montrer à partir du cloud. C'est l'occasion de vous montrer un petit peu le fonctionnement également du cloud. Donc, rapidement, si jamais il y a des soucis de connexion, de qualité audio, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'essaierai d'améliorer ça. De temps en temps, la communication passe mal. Donc j'essaierai de le corriger à la volée. Voilà. Donc l'idée est aujourd'hui est d'utiliser un cas déjà déployé avec un Oxo Evolution. Donc on n'aura que la configuration, on n'a pas le lab avec l'Oxo Evolution malheureusement. Par contre, on a la configuration que je pourrais vous détailler. Donc un Oxio Evolution qui est connecté en SIP sur un SBC qui lui-même est connecté en SIP vers un opérateur extérieur. Et on a deux téléphones qui sont des téléphones analogiques connectés sur les ports FX du, du SBC. C'est un SBC en fait avec des ports analogiques en plus de la fonction de SBC
Donc c'est un modèle 5541 avec 8 ports analogiques. Voilà. Donc sur ces ports analogiques, en fait, on peut connecter fax, téléphone, selon les besoins. L'idée générale est que, comme vous pouvez le voir sur la partie sur votre écran, nous avons donc un OXO qui communique en SIP avec le SBC, donc par l'intermédiaire d'un compte enregistré, parce que vous avez la possibilité de choisir entre un trunk avec authentification et sans authentification sur l'OXO, et un trunk avec authentification vers le fournisseur de trunk SIP. Les téléphones analogiques sont connectés donc sur des ports analogiques, et ces ports analogiques en fait sont enregistrés sur l'OXO par l'intermédiaire de comptes SIP avec la solution qui s'appelle FreeSIP de mémoire sur l'OXO. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le lab, n'hésitez pas. A priori, présenté comme ça, on peut se poser la question si la configuration va être complexe ou pas. Je peux vous assurer qu'a priori, non. Voilà. Donc sur le 5541, on a 2 ports Ethernet, ce qui nous simplifie la vie. On a également donc, toutes les fonctions du SBC intégré et les ports analogiques. Une petite chose importante, le fait d'utiliser un Trinity fait que on n'est pas obligé d'avoir plusieurs ports Ethernet, on peut avoir plusieurs interfaces virtuelles sur un même port, donc router des interfaces virtuelles sur un seul et même port. Bon, l'idée là, c'est de le placer en coupure, donc d'utiliser une path LAN et une path WAN, mais on n'est pas du tout obligé d'avoir ce type de configuration. On peut s'en servir en fait, on peut se servir du SBC juste avec un seul port Ethernet. Voilà, c'était pour les personnes qui ont connu la version 3.12 et précédente de Trinity, c'était quelque chose qui n'était pas possible à cette époque-là, puisqu'il fallait impérativement avoir 2 ports. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut avoir un seul port et faire du routage sur des IP virtuels sur le même port physique. Cette fonction est intéressante pour le Virtual Smart Node, pour ceux qui utilisent du Virtual Smart Node, tout simplement parce qu'on peut virtualiser les ports comme l'on veut sur le Virtual Smart Node. Alors, on va essentiellement regarder cette partie qui est la configuration SIP2SIP en 2 temps entre le LOXO et le SBC et entre les SBC et le monde extérieur. Les choses sont somme toute assez simples. C'est-à-dire que vous devez d'abord configurer vos équipements en commençant par la partie hardware. C'est une solution que je n'impose rien, mais ça sera beaucoup plus simple si jamais vous utilisez toujours la même méthode pour configurer les gateways, les gateway patterns. La première chose à faire est de configurer les 2 ports Ethernet, ensuite de configurer les 2 interfaces Ethernet qui sont sur ces ports, enfin de configurer les interfaces SIP, de créer les contextes, les services de location si jamais vous en avez besoin, et a priori on en a besoin dans le cas présent, et ainsi que l'authentification si jamais vous en avez besoin. Ici, on a fait un cas avec 2 authentifications, mais on peut avoir un trunk opérateur qui n'a pas besoin d'authentification, un trunk IP à IP. On en a beaucoup aujourd'hui, des gens qui utilisent des réseaux privés, donc ils n'ont pas besoin en fait d'avoir une authentification avec un enregistrement sur le trunk SIP et qui parfois même route en IP privé. Côté OXO, même punition, même peine. Côté OXO, donc le trunk peut être avec authentification ou sans authentification. On a une petite subtilité là dans notre configuration, c'est que avec la multitude de ports, la multitude de trunks, quand on est sur un trunk avec 2 fois la même adresse IP, il peut arriver qu'on soit obligé d'utiliser des ports différents. Et là, ça sera le cas, mais ce n'est pas une particularité
de la gateway Smart Node, c'est vraiment une particularité de l'IPBX qui a été choisie pour la connexion. Donc, la configuration des deux ports, je vous montrerai le fichier de configuration final à la fin. Pour la configuration des deux ports, en fait, chose assez simple, on configure donc le port Ethernet 00 et le port 01. Ici, on leur attribue un nom, on leur attribuera pardon, dans la partie interface un nom LAN1. Il n'y a pas de nomenclature en fait. Vous pouvez l'appeler port 1, port 2. Là, tout simplement, c'est la configuration par défaut. Donc sur la configuration par défaut, c'est LAN et WAN, et j'ai conservé en fait la même règle de nommage. Sur la partie interface, donc dans le contexte IP routeur, je voulais souligner en bleu, tout simplement, c'est que j'ai un moyen de le retrouver en fait dans le fichier de configuration. Vous avez donc l'interface WAN qui ici est en DHCP. On aurait très bien pu l'avoir en adresse IP fixe, ça ne pose absolument aucun souci. La seule chose qui peut poser des contraintes, c'est d'avoir les mêmes, euh, le même réseau en fait sur le LAN et le WAN, tout simplement parce que si jamais vous avez connecté sur deux réseaux différents ou sur le même réseau, si vous êtes sur le même réseau, tout va bien, vous avez la même gateway, donc là vous n'aurez pas trop de soucis. Par contre, si vous êtes sur deux réseaux différents avec deux gateways, le smart node ne sera pas routé en fait votre trafic. Donc, dans le cas présent, on était dans le cas de cette maquette-là, on était bien sur deux réseaux identiques sur le LAN et le WAN, mais avec sur ce réseau-là la même gateway. Donc sur le schéma, on est donc sur une interface WAN qui est connectée sur un réseau distant et une interface, donc par exemple un routeur qui va communiquer avec le monde extérieur et qui lui-même a fourni l'adresse IP, et sur l'interface LAN, donc un réseau en 255.1/24, qui est le réseau sur lequel on va retrouver l'OXO Connect et les différents postes. Alors les postes n'ont pas d'interaction avec le SBC, les IP Touch par exemple, qui sont dans le schéma, que vous pouvez voir plutôt, voilà, n'ont pas d'interaction. Ils sont sur le même réseau LAN, mais les communications ne se font qu'avec le PBX. Donc on n'a pas de traces de communication SIP entre l'USB-C et les IP-phones. Voilà, c'est important. Et on n'aura de communication que à partir de l'IPBX. Ensuite, on gère la partie interface, SIP. Donc, et vous allez voir que tout cela est très très simple. C'est une question qui revient très souvent au support, la configuration routage SIP to SIP, mais au final, c'est quelque chose qui est vraiment simple. Donc, le routage SIP to SIP, tout simplement, on crée deux interfaces. On aura une interface SIP, et on les nomme de manière différente, qui sera une interface SIP qui permettra la communication avec le PBX ou un téléphone, enfin, tout équipement SIP sur votre réseau local, et une deuxième interface SIP qui, elle, sera connectée avec le monde extérieur. Donc, rien de particulier en fait sur ces deux interfaces. Comme vous pouvez le voir, donc on va avoir un routage des appels vers une table pour l'interface SIP IFSIP-OXO, et on va avoir un routage qui va être en direct en fait sur l'interface IFSIP-OXO. Tout simplement, c'est que l'appel qui va rentrer en fait sera routé directement sur l'interface IFSIP-OXO, ce qui permet en fait dans le cas présent de ne pas avoir d'interaction sur le trafic entrant. Petite précision, là c'est dans le cadre d'un routage simple sur du trafic entrant. Par exemple, dans cette solution-là, je n'ai pas de redirection, par exemple, si jamais je n'ai pas de redirection pour un numéro composé, par exemple. Si jamais on veut gérer directement sur la gateway le routage par numéro de téléphone
on peut le faire. Et dans ces cas-là, mieux vaut router sur une table de routage et établir en fait son routage à partir de sa table de routage. Voilà. Donc à présent, j'ai simplifié l'exemple tout simplement parce que l'idée est de faire un routage direct qui pourra être étoffé par la suite si jamais vous avez des besoins particuliers. Donc voilà, donc ces deux interfaces, ces deux principes qui ces deux interfaces cibles en fait qui n'ont pas de particularité. La seule particularité que l'on a ici, c'est la particularité Hold Method qui est spécifique en fait à la mise en à la mise en attente pour la configuration que l'on a fait et donc qui n'est pas générique, qui n'est pas un besoin générique. Donc les deux interfaces, en fait, vous les voyez entourées. La première interface if sip oxo et l'interface qui va donc vers l'oxo et if sip. Alors, je parle toujours d'oxo, hein, ça peut être n'importe quel PBX. On est bien d'accord. C'est un exemple qui a été pris, mais qui n'est pas restrictif en fait. Vous pouvez utiliser cette configuration vers à peu près n'importe quel type d'équipement. Et la deuxième interface if-sip qui elle-même est routée donc vers le monde extérieur. On voit entre les deux, j'ai laissé en fait l'interface SIP if-sip fxs oxo. En fait, c'est une interface que j'ai créée pour le routage des téléphones analogiques connectés sur les ports analogiques de notre SBC, qui, je le rappelle, est un SBC hybride avec des ports FXS. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment de les poser parce que c'est pas une solution très compliquée et donc c'est justement le moment d'avoir un échange si vous avez rencontré des cas identiques ou si vous avez des questions sur un cas qui pourrait être similaire et sur lequel vous avez euh, vous avez euh, vous avez buté ou voilà. Franchement, n'hésitez pas par écrit ou vous levez la main et je vous donnerai la parole. Ensuite, on a donc la gestion des contextes. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la configuration est relativement simple. Je le répète, je le répète toutes les 3 minutes, mais en fait, quand on regarde le fichier de configuration d'une gateway Smart Node sur Trinity, sous Trinity, de prime abord, on a l'impression que l'ensemble est compliqué, tout simplement parce qu'on n'a pas de code couleur, par exemple, qui nous permettrait de se rassurer en faisant sortir immédiatement visuellement les contextes. Mais en fait, la configuration est relativement simple. Donc ici, la gestion des contextes, avec comme premier contexte, en fait, le contexte SIP Gateway, Gateway OXO. Donc on se retrouve avec deux contextes SIP Gateway. Un contexte SIP Gateway qui va aller en fait du Smart Node vers l'OXO et un contexte du Smart Node vers l'opérateur SIP. Donc toujours la même approche. En fait, on ouvre deux trunks comme si on en ouvrait un seul. En fait, simplement, c'est que on les nomme différemment et il faut bien penser quand on fait sa configuration à appeler la bonne interface. C'est juste en fait de la méthodologie en fait, ni plus ni moins. Donc par exemple ici, on a un bind de location service que l'on verra après, et on a donc l'interface if-sipoxo qui est donc l'interface que l'on a configurée précédemment, qui est appelée. Alors petite erreur dans la présentation, c'est la chronologie en fait des choses que l'on doit faire. Alors, j'ai une question sur un problème d'accès à l'interface. Alors, je prendrai cette question-là après. C'est une question qui s'éloigne un petit peu du sujet d'aujourd'hui. Si jamais c'est un souci d'accès à une interface sur un SN4120, on le verra dans les questions-réponses dans la fin de la session. Et d'ailleurs, si vous rencontrez des difficultés pour accéder par une interface, je vous conseille
ça peut être dû à énormément de choses, mais je vous conseille de faire des configurations directement à partir d'un terminal. Vous vous rendrez compte en fait que les configurations à partir du terminal sont très simples, tout simplement parce que vous avez les propositions de fonctions contextuelles. Quand vous commencez à taper une fonction, on vous propose immédiatement les, les choix qui existent en fait dans votre configuration. Par exemple, ici, si vous avez dans un contexte SIP Gateway, Gateway OXO, le premier, par exemple, quand vous allez taper la partie interface, vous commencez par interface, vous faites tab, et on va vous proposer les trois interfaces, parce qu'en l'occurrence, j'en ai créé trois, même si je ne voulais pas montrer à l'écran, les trois interfaces en fait qui correspondent, et vous aurez juste à sélectionner celle qui vous intéresse. Donc, je, je, je vous conseillerais bien évidemment d'utiliser le terminal qui va très vite en fait pour la configuration. Donc, pour en revenir sur la création du contexte, donc ici en fait, on a une petite subtilité d'ordre de configuration, c'est-à-dire qu'en fait le contexte, la partie location et authentification sont des choses qu'il faut configurer avant de créer les contextes, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir ici, on a un bind location service, donc il faudra revenir en fait sur la partie contexte si jamais vous n'avez pas créé en fait ce location service, il faudra laisser en fait sans le bind location service, retourner dans le location service et créer en fait celui qui correspond à votre besoin, puis revenir dans le contexte pour lier les deux. Voilà. Donc en général, c'est la manière dont on le fait. Par contre, si on a une méthodologie classique, on va d'abord configurer les ports, ensuite on va configurer les locations, l'authentification, après on va gérer les interfaces, après on va gérer les contextes, etc., etc. Donc on va d'abord créer ces modules en fait, comme une personne hier le disait en formation, et c'était très juste. On crée les modules et une fois que l'on a créé les modules, en fait, on fait la configuration et les interactions entre les différents modules. Donc, dans le cas présent, le contexte SIP Gateway, si on prend en détail de la configuration, on n'a pas beaucoup de particularités. Donc ici, c'est le gateway qui va vers le gateway OXO. Donc on fait un bind du location service que l'on verra après, le location service OXO. On crée, dans ce contexte, en fait, on le lie avec l'interface if SIP OXO que l'on a vu précédemment. Dans les particularités, si vous pouvez regarder ici les particularités, il n'y a pas grand-chose en fait de vraiment particulier puisque le transport protocole, on est sur une solution UDP-TCP, donc pas quelque chose de particulier. On n'a pas sur celui-ci de port spécifique, donc on est bien sur le 5060 qui est précisé. Je dis ça parce que si vous regardez légèrement au-dessus, vous allez voir qu'il y a quelque chose avec un port 5059, mais sur les deux SIP Gateway là, on n'a pas de port spécifique. On fait un bind de l'IP adresse, donc du LAN. Donc pour avoir, tout simplement, c'est pour la partie, tout simplement pour la partie routage. Voilà. La partie no shutdown, bon, pour les personnes qui ont l'habitude, c'est juste pour indiquer si le contexte est actif ou pas. Donc, quand vous êtes en shutdown, donc le contexte est éteint. Si vous êtes en no shutdown, le contexte est actif. Voilà, tout simplement. Parce que vous pouvez avoir des contextes comme vous pouvez l'avoir juste au-dessus. Un contexte ici qui a été créé donc pour la gestion des FX. Ici, alors là, il y a un petit reste en fait en haut, contexte SIP Gateway, Gateway FX, qui est un reste de la configuration qui est au-dessus, qui n'apparaît pas à l'écran. Mais vous avez sur le contexte SIP Gateway, Gateway FXS OXO, donc qui est le contexte, hop là, pardon, qui est le contexte en fait qui gère la partie FXS, donc le routage du FXS vers l'OXO. On a un shutdown simplement parce que cette fonctionnalité, je l'ai désactivée pour faire des traces, donc je n'ai pas laissé en fait le contexte SIP Gateway fonctionnel. Voilà. Sur le port, là, une petite spécificité, donc c'est pour ça que je l'ai laissé, spécificité 5059, tout simplement parce qu'avec l'IPBX sur lequel on est connecté, cet IPBX n'accepte pas deux trunks différents avec, même si les deux adresses IP sont différentes de destination, il n'est pas capable d'avoir
deux adresses IP de destination avec le même port. Donc il ne peut gérer qu'un seul trunk euh, euh, dit opérateur avec un port 5060 ou un autre port 5059 par exemple, mais pour les téléphones qui vont se connecter dessus, ils doivent être sur un port différent. Voilà, donc c'est vraiment une spécificité. Et, euh, et je rappelle, bien que ce soit deux adresses IP différentes. C'est-à-dire qu'on a des équipements qui sont capables de gérer, le nôtre en l'occurrence sur une gateway smart node sous Trinity, on peut très bien avoir des gateways avec les mêmes ports, des adresses IP différentes. C'est une solution qui reste enfin, simple et facile à mettre en œuvre. Enfin, sur la partie location, comme vous pouvez le voir, c'est donc Location Service LS. Pourquoi LS? Tout simplement parce que le Location Service LS, c'est celui qui est par défaut. Donc, soyons honnêtes, je n'ai pas pensé à changer le nom quand j'ai fait la configuration. J'ai laissé la configuration par défaut et j'ai créé un deuxième Location Service qui s'appelait OXO. J'aurais très bien pu l'appeler Site Provider. Voilà, je l'ai laissé en LS comme Location Service, sachant que c'est la nomenclature par défaut. Le domaine, en fait, c'est le domaine de l'opérateur. Match Any Domain, bon, c'est juste pour ouvrir un peu la sécurité. Excusez-moi. Euh, L'identity, en fait, dans le cas de ce fournisseur-là, on a une authentification à partir du username du trunk, puis un contrôle sur les numéros de téléphone qui sont dans le from. Voilà. Donc, pour cet opérateur-là, on a donc une identity qui correspond à 09, 90, etc., qui en fait est l'identity du trunk, et on rajoute les alias qui correspondent aux numéros de téléphone qui sont attribués sur ce trunk. Donc les tranches SDA fournies par le client et qui sont celles en fait qui seront autorisées en sortie. Donc l'avantage de cette solution-là, c'est que on aura en alias le numéro de téléphone qui correspond à celui qui est autorisé par le fournisseur. Donc dans le from, en fait, on aura le bon numéro. Il faut penser à le configurer côté PBX. Le registration outbound, donc avec l'adresse du registrar, et l'authentification qui se fait en appelant le service authentification avec username, celui qui correspond au nom du trunk. Tout simplement parce que dans le service d'authentification que on appelle par défaut, dans les configurations par défaut chez Patton, on appelle SRV under auth pour service authentification. Vous verrez que on a la liste de tous les usernames et les mots de passe. Et en fait, on ne rappelle pas dans l'authentification outbound, on ne rappelle pas le mot de passe. On fait juste un rappel au username et on n'a pas besoin d'indiquer le mot de passe qui est indiqué dans le service d'authentification. Voilà. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que j'en parle comme ça, comme si c'était évident, mais c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Sur la partie Location Service OXO, sur la partie OXO, donc petite particularité en fait sur cette partie-là, nous avons une identité qui est un chiffre court, tout simplement parce que c'est une authentification qui se fait one-to-one. En fait, on a une identité, un service qui doit correspondre à une identité qui correspond à un enregistrement sur l'Alcatel. Tout simplement, c'est que pour lui, en fait, il ne fonctionne pas sous forme de trunk, mais de compte SIP. Donc, chaque, en fait, authentification, chaque équipement qui vient s'enregistrer ne s'enregistrera pas en free SIP, hein, je précise bien, ne viendra pas s'enregistrer comme un trunk avec X appareils qui viennent se connecter, X équipements qui se connectent par l'intermédiaire de ce trunk, mais bien comme un compte lié à un utilisateur, un compte lié à un équipement, à un device. Voilà. Donc dans ce cas-là, on a un compte avec un device qui est l'identité 400, qui est l'identité qui permet l'authentification. Enfin, nous avons la partie authentification. Donc l'authentification, comme vous pouvez le voir, on a les deux authentifications que l'on a retrouvées dans la partie location. On a la première authentification qui est ici,
qui correspond à ce username 0990, etc., etc. Et en bas, on a l'authentification qui correspond au username 400. À savoir que, comme vous pouvez voir, on en a beaucoup d'autres en fait. Les mots de passe sont tous scriptés. On en a beaucoup d'autres en fait qui sont donc connectés, qui sont disponibles, pas forcément connectés, tout simplement parce que dans les tests, en fait, on crée parfois X username et password pour faire des connexions différentes. Voilà. Si jamais vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas. Je vais vous montrer le fichier de configuration dans sa version complète et finale. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le fichier de configuration en fait du SmartNode 5541 qui est utilisé pour faire un bêta test. C'est en fait la configuration du fichier d'explication que vous avez eu juste avant. Donc c'est la version complète du fichier, comme vous pouvez le voir, qui peut sembler rébarbative au départ parce que beaucoup de lignes et beaucoup de choses, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que vous retrouvez à chaque fois vos petits. Et là, dans les particularités, on va avoir des tables de routage qui sont appelées ou non selon la configuration que vous avez. Donc, par exemple, vous pouvez voir ici, on a un routage du poste 101 vers le port FX1601, du port 240, du poste 240. Oh, tiens, c'est marrant, on l'a déjà vu quelque part, vers le FXS00. Voilà. Et sur la partie routage to OXO, donc vers l'OXO, et le routage du FXS vers l'OXO. Ça, c'est les tables de routage que l'on configure en fait pour orienter les appels dans les trunks que l'on a créés précédemment. Donc, il est important en fait de pouvoir bien sûr router les appels une fois que l'on a monté les trunks d'un côté et de l'autre. Il est important en fait d'établir les règles d'appel entre les différents trunks et les différents équipements. On peut faire quelque chose de très ouvert, donc on route tout vers tout ce qui arrive sur l'interface WAN vers l'interface LAN. Voilà, c'est extrêmement ouvert et dans ces cas-là, c'est l'équipement qui sera connecté sur le LAN qui devra traiter et gérer l'appel, ou on route par l'intermédiaire d'une table de routage, et ce qui nous permet en fait d'avoir une première, une première interprétation est pas vraiment est pas le bon mot, une première sélection, un premier filtre en fait sur les appels entrants. N'oubliez pas qu'on est sur un SBC. Donc le principe du SBC, c'est pas forcément de laisser tout passer entre un point A et un point B. Sinon le SBC n'aura pas forcément d'intérêt. L'USB-C est là pour masquer le réseau local, est là pour faire de la translation, est là pour faire de la conversion de codec, est là pour apporter la sécurité au réseau local. Si je me permets de vous renvoyer à la présentation sur le Session Border Controller pour voir l'ensemble des fonctionnalités, pour vous rappeler l'ensemble des fonctionnalités du Session Border Controller. Là, dans le cas présent, on est sur une configuration simplifiée et on n'est pas sur une granularité importante de table de routage où on va faire des routages spécifiques par rapport à une en-tête ou un from par rapport à un tout, etc., etc. Là, dans le cas présent, on a le routage qui se fera lorsque l'on appelle le poste 240, on le route vers le FX S00 qui en fait c'est le poste analogique 240. Voilà, c'est vraiment la particularité. Comme vous pouvez le voir, on a les différentes interfaces. Donc on retrouvera les interfaces que l'on avait dans le les interfaces que l'on a dans la configuration précédente. Donc les interfaces SIP en fait que l'on a créé tout à l'heure. Ici, on a un service location qui n'a aucune raison d'exister. D'ailleurs, c'est une erreur dans le fichier. C'est pas quelque chose qui va créer
c'est pas quelque chose en fait qui va impacter en fait sur la configuration. J'en profite, je vois une question qui apparaît. Est-ce que le principe de routage est le même pour les BRI? Oui, le principe est le même en fait. Que ce soit FXS ou BRI, on va avoir. Alors, il y a les particularités du port en lui-même. Donc, sur les ports ISDN et les ports analogiques, où la configuration en elle-même sera légèrement différente. Mais par contre, le routage se fera de la même manière. C'est une des forces en fait des gateways chez nous, c'est que on est capable de faire du routage de manière indépendante en fait de l'interface sur laquelle on va se connecter. On peut même router vers d'autres tables de routage. Donc c'est vraiment notre force. Donc là, le routage en fait que vous avez qui est fait pour la partie FX et grosso modo le même routage en fait que vous retrouverez sur un port BRI. Euh, à l'occasion, d'ailleurs, je vous renvoie sur la présentation qui avait été faite sur la configuration des ports BRI. Alors, c'est une présentation qui a été faite il y a presque un an maintenant, euh, un petit peu moins d'un an, je pense, il y a 10 ou 11 mois, où vous trouverez justement le routage sur les BRI. Vous vous rendrez compte que on est un peu sur le même type de configuration. La gestion des interfaces FX, donc ici beaucoup d'interfaces FX puisqu'on en a 8 sur cet équipement-là, donc bien évidemment de, de lignes de configuration pour ces interfaces FX. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a des destinations tables, des tables de destination, des interfaces de destination qui sont différentes, tout simplement parce qu'on a fait des configurations qui permettaient de tester un petit peu toutes les solutions qui étaient à notre portée. On retrouve la partie authentification. Donc ici, c'est on va dire la liste des authentifications avec les mots de passe qui sont encryptés dans le fichier. Quand vous les tapez en clair, en fait, automatiquement, ils seront encryptés par l'équipement. La partie location service que l'on a vu dans notre configuration également, que l'on va retrouver ici sur les 3 services de location service qui ont été créés pour ce matériel-là. Et les 2 que l'on a vus dans la configuration tout à l'heure. Ensuite, les contextes que l'on retrouve avec les SIP Gateway. Donc, dans la présentation que je vous ai fait, on avait 2 contextes. Ici, on retrouve 3 contextes, tout simplement parce qu'on a fait une gateway de routage extérieur vers l'IPBX, de l'IPBX vers l'extérieur, ensuite le routage entre les ports FX et l'IPBX. Sachant que dans notre configuration, les ports FX n'ont pas d'accès vers le monde extérieur, ils doivent impérativement passer par l'IPBX. Donc on n'a pas de profil particulier pour cette configuration-là. Ensuite, la configuration des ports. Et là, on va revenir justement sur les questions sur la partie BRI. Ça sera sur la configuration des ports en fait que l'on aura les spécificités et plus que sur la gestion des interfaces. Là, par exemple, sur les ports FX, on attribue directement le numéro, en fait, le subscriber number est directement sur le port, ce que l'on n'a pas sur la partie BRI. Et la configuration en fait du FX est quelque chose de relativement simple. On peut ou pas activer l'alimentation. Voilà, c'est vraiment très simple. Sur la partie BRI, on aura des fonctionnalités supplémentaires et sur la partie, quand on configure un T2, bien sûr, on aura les différents layers à configurer. Voilà. Voilà pour la configuration en elle-même. Est-ce que vous avez des questions sur cette configuration? A priori, j'ai répondu aux questions au fur et à mesure. Alors, j'ai une personne qui me posait la question pour un problème d'accès à une interface sur une gateway. Alors, en fin de présentation, vous avez mon email. Je vais vous le montrer. En fin de présentation, vous avez mon email ici même, et mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler. Parce que là, a priori, c'est pas quelque chose qui a rapport avec la configuration SIP to SIP, mais plus soit un problème réseau, soit un problème de navigateur. Donc là, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis désolé, c'est vrai que je ne réponds pas à cette question dans le cadre de cette présentation, mais c'est un petit peu
un petit peu à part en fait par rapport à la présentation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur sur la présentation que je viens de vous faire? Alors, si pas de questions, je vous invite à participer le mois prochain au prochain webinaire. Ce sera le dernier, puisque au mois d'août, nous ne le faisons pas, avec un retour au mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain. N'hésitez pas également à faire des suggestions. Les suggestions sont toujours les bienvenues sur des sujets sur lesquels vous voulez que l'on intervienne. Euh, et voilà. N'hésitez surtout pas à envoyer vos questions et profitez en fait du fait d'avoir mon email pour m'envoyer donc ces fameuses questions. Voilà. Je vous remercie en fait d'avoir participé aujourd'hui à cette présentation et je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à vous connecter le mois prochain sur notre présentation. Merci beaucoup et bonne journée à tous.